Boker Tov, Shavua Tov, nous sommes le 14 octobre 2018, le 5 Rejvan 5779, Daniel Haïk au micro, David Amara à la technique. Heureux de vous retrouver ce matin pour une nouvelle heure d'actualité qui va débuter dans quelques instants par un premier journal d'information comme chaque matin. Vers 8h10, nous serons en ligne avec Maxime Pérez qui est spécialiste en matière de sécurité pour parler justement des tensions dans la bande de Gaza mais également en Judée et en Samarie après un vendredi particulièrement mouvementé. Vers 8h20, Eliana Gurfinken nous présentera sa chronique Un jour notre histoire. Vers 8h25, je vous présenterai la revue de la presse et des médias israéliens. Vers 8h35, nous avons une émission sur les chapeaux de roue ce matin. Nous serons en ligne avec le Rav Levi Mimoun, qui est le Shaliach Chabad dans le campus de l'école HEC à Paris, après la découverte dans l'un des amphithéâtres, ou en tout cas dans l'une des salles de HEC, de graffitis antisémites. Vers 8h45, nous accueillerons dans ce studio le docteur Yossi Sharbit à l'occasion de la sortie il y a quelques jours de la biographie en hébreu de Manitou, une biographie dont il nous parlera au début de cette semaine où nous commémorerons le souvenir de la disparition du Rav Léon Ashkenazi Manitou. Mais tout d'abord, un premier journal d'information. Et ce début de semaine, il faut le souligner, marqué d'abord par la tension dans le sud du pays, une tension qui ne cesse de grimper de vendredi en vendredi. La semaine dernière, le ministre de la Défense, Avigdor Lieberman, avait autorisé, on s'en souvient, l'acheminement de quelques 200 tonnes de carburant à l'intérieur de la bande de Gaza dans une sorte de geste humanitaire et dans l'espoir que les dirigeants du Hamas répondraient à ce geste par un appel au calme. Or, c'est exactement le contraire qui s'est produit. Ismail Haniyeh et ses lieutenants multipliaient les appels aux manifestations et vendredi, plusieurs milliers de Gazaouis se sont approchés de la barrière de sécurité. Une vingtaine d'entre eux ont même réussi à forcer cette barrière et à pénétrer en territoire israélien, mais ils ont été repérés par les forces israéliennes qui ont ouvert le feu dans leur direction. Bilan de ces affrontements, 7 Palestiniens tués, une centaine d'autres blessés. Conséquence directe, Lieberman a annoncé à la sortie du Shabbat l'arrêt de l'acheminement du carburant vers Gaza. Autre développement, outre les ballons incendiaires envoyés à partir de Gaza depuis bien entendu plusieurs mois, on a retrouvé durant le Shabbat plusieurs ballons incendiaires dans le cœur d'Israël, dans le quartier d'En Karem à Jérusalem, à Rishon LeZion également, à Givat Brenner. On ne connaît pas la provenance exacte de ces ballons, mais il se pourrait bien qu'ils aient été envoyés par des Palestiniens à partir de la Judée et de la Samarie. Il faut souligner justement que même dans ces deux régions, la tension grimpe. Il y a une semaine, on s'en souvient, s'est produit l'attentat de Barkhane qui a coûté la vie à 2 Israéliens, Ziv Rajbi, 35 ans, et Kiv Lemengrod Yecheskel, 28 ans, Zichronam Libracha. Leur assassin court toujours en dépit d'une chasse à l'homme extrêmement développée de la part des forces de sécurité israéliennes. Depuis, un réserviste a été poignardé en fin de semaine près de Naplouse. Fort heureusement, son état de santé s'est amélioré. Et vendredi, une Palestinienne de 47 ans a été tuée par un jet de pierre alors qu'elle était à bord de son véhicule avec son mari et leur fille et qu'ils circulaient sur la route 60 qui traverse la Judée et la Samarie. Cela s'est produit à proximité du carrefour de Tapouar dans le nord de la Samarie. Le mari, qui était seul témoin, affirme que ce sont des habitants juifs qui ont lancé des pierres sur leur véhicule. La police et le Shin Bet enquêtent dans toutes les directions, y compris dans celle d'un attentat israélien, mais ils affirment qu'il est également possible que les agresseurs soient des Palestiniens qui pensaient toucher un véhicule israélien et qui se sont mépris. Voilà donc pour ces divers points de friction et de tension. Nous essaierons d'y voir un peu plus clair dans quelques instants avec Maxime Pérez et de savoir si l'on s'achemine vers une nouvelle escalade, peut-être même vers une confrontation armée, en particulier dans le sud du pays, ou bien s'il est encore possible d'espérer un retour au calme. Ceci étant, le tribunal administratif de Jérusalem a décidé de repousser la requête de Lara El-Kassem, l'étudiante et militante arabo-américaine d'extrême gauche, qui exigeait d'annuler la décision du ministère de l'Intérieur de l'interdire d'entrer en Israël à la suite de son action en faveur du BDS. Donc de facto, El-Kassem sera expulsé prochainement, sous peu, du pays vers les États-Unis probablement. Le directeur général de l'ONG d'extrême gauche B'Tselem, Haggai Elad, a été invité à prendre la parole devant le Conseil de sécurité de l'ONU jeudi prochain lors du débat périodique consacré à la situation au Proche-Orient, en particulier en Judée et en Samarie, c'est-à-dire, on va dire, dans les territoires. Au cours de cette séance, le délégué de l'ONU, Nicolas Meldanov, fera un rapport de la situation et l'ambassadeur d'Israël à l'ONU, Danny Danon, prendra la parole. Pour ce dernier, la présence du directeur de B'Tselem est, je cite, une honte pour l'ONU.
La Turquie et Tayyip Erdogan, son leader, ont cédé aux sanctions américaines. Officiellement, c'est le tribunal de Turquie qui a ordonné la libération du pasteur Andrew Bronson après l'avoir condamné à 3 ans de détention pour acte terroriste. Mais officieusement, eh bien, tout le monde comprend que c'est Tayyip Erdogan qui a voulu régler une fois pour toutes cette affaire qui a empoisonné depuis plusieurs mois les relations entre la Turquie et les États-Unis. Dès hier, le pasteur a été l'invité du président Trump à la Maison-Blanche. En 24 heures, a dit le président, vous êtes passé d'une prison turque à la Maison-Blanche. Ce n'est pas mal. Donald Trump a souligné que les États-Unis n'étaient plus prêts à payer la moindre rançon pour des Américains détenus. C'est aujourd'hui la rentrée universitaire pour plus de 300 000 étudiants israéliens. Et à l'occasion de cette rentrée, une enquête de l'Union des étudiants israéliens révèle que 64% des étudiants considèrent que les collèges supérieurs et les universités israéliennes ne les préparent pas convenablement à la vie professionnelle. Les étudiants ont également classé les meilleures universités et collèges supérieurs ainsi que les pires. Les meilleurs, eh bien, sachez-le, sont le collège de Rupin et le collège de Tel Chai. Et l'établissement universitaire qui a été le moins bien noté, on va dire, pour ne pas être trop dur, eh bien, c'est l'université Ben Gurion de Be'er-Sheva. Un mot de football. Après avoir réussi à l'emporter jeudi soir face à l'Écosse 2-1 à Haïfa, les joueurs de la sélection israélienne espèrent également sortir ce soir victorieux du match qui les opposera à la sélection albanaise dans le stade de Be'er-Sheva, le tout dans le cadre du championnat d'Europe des Nations. La météo pour terminer, le temps sera partiellement nuageux à clair. Il fera 25 degrés à Jérusalem, 27 à Tel Aviv et 33 degrés à Eilat. Nous allons marquer une pause musicale et dans quelques instants, nous serons en ligne avec Maxime Bérez pour parler, comme je vous le disais, de la situation sécuritaire, en particulier dans le sud du pays.